Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre troisième journée du Festival de langue des cultures. On parle du genre. Nous vous demandons de éteindre votre microphone, s'il vous plaît. Et tous les réactions, les commentaires, vous pouvez l'écrire sur notre chat, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans notre troisième journée du Festival Langue Culture. En quelques minutes, nous allons commencer. Nous vous demandons, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones, vos micros, s'il vous plaît. Et si vous pouvez aussi éteindre votre caméra, parce que nous sommes dans une heure où il y a beaucoup de trafic des données et la connexion Internet peut être un peu faible. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus dans notre troisième journée du Festival de langue des cultures. On parle du genre. Nous vous demandons d'éteindre vos microphones, s'il vous plaît. Et si vous avez la gentillesse aussi de ne pas allumer votre caméra, parce que nous sommes dans une branche horaire où il y a beaucoup de trafic des données. Si vous avez des questions pendant l'intervention de notre conférencière, nous vous demandons d'utiliser le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mademoiselle Myriam Guevara, de votre participation. On a l'honneur de vous présenter Myriam Guevara et je vais me permettre de lire son parcours professionnel. Myriam Guevara, elle est diplômée en commerce extérieur par l'Université autonome de l'État d'Hidalgo, puis elle s'est formée dans la pédagogie et dans la linguistique française. Myriam a été enseignante de la langue française, anglaise et espagnole, dès l'éducation maternelle jusqu'à l'éducation universitaire ici au Mexique et en France. Mademoiselle Guevara a obtenu un master en langue, littérature et civilisation étrangère et régionale par l'Université Grenoble-Alpes en France, où elle a présenté son mémoire basé sur l'iconographie et lyrisme mexicain des années 40. Dans des études du genre, elle a réalisé des recherches sur les femmes indigènes mexicaines. Actuellement, elle continue sa formation et elle réalise un stage dans l'Institut des langues et des cultures de l'Europe, de l'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Myriam effectue une recherche sur les représentations hispaniques dans la région alpine et aussi sur la philologie du XVIIe siècle. De plus, elle participe comme intervenante dans des ateliers découverts du monde, le Mexique, dans le département de la jeunesse de la région.
Et aujourd'hui, Myriam anime cette présentation intitulée Le oui de jeune fille. Merci beaucoup, Myriam, de ta participation et je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. D'abord, merci beaucoup à Edouard Amador qui m'a appris les goûts pour les langues, non, pour la culture, la recherche. Et aujourd'hui, il m'a invité pour donner un petit atelier autour de la langue française. Et, et donc, c'est pour cela qu'on est bien ici. Du coup, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez tous reçu, mais sinon, je vais demander à Edouard de bien vouloir mettre les dossiers que j'ai envoyés par rapport au dossier qu'on va étudier. Il s'appelle, c'est par rapport à l'acte 3, c'est spécifiquement la scène 8 d'un œuvre qui s'appelle El sí de las niñas. Ça a été traduit en français comme Les oui de jeunes filles. Et donc, on va commencer cet atelier tout d'abord pour lire les dossiers soi-même. Et c'est pour cela que du coup, je vais vous donner 5 minutes. Comme ça, vous pouvez avoir le temps déjà de lire. Non? Maintenant qu'on est tous sur Internet, si jamais il y a un doute par rapport au vocabulaire ou soit que ce soit, on a l'Internet, donc on peut facilement chercher ce que ça veut dire. Et une fois qu'on l'aura lu, après que les 5 minutes sont passées, on va faire un tour de rôle. Donc c'est pour ça que je vous laisse là du coup connaître les documents. On va laisser 5 minutes pour lire.
Donc, on va laisser encore 1 minute et après, on reprend. Bon. Alors, j'espère que vous avez déjà eu assez de temps pour lire, sinon l'ensemble, au moins un petit peu de dossier. Et si je vous demande de me dire combien de personnes, combien de personnages interviennent dans la lecture, combien de personnages interviennent dans l'acte. Voilà, je laisse la parole à. Vous pouvez lever votre petite main, comment ça se dit, la petite main en ligne, la petite main qu'on a à Zoom. Levez la main en Zoom, comme ça on vous donne la parole. Carla, oui, c'est bien ça. En fait, effectivement, il y a 2 personnages, non, qui sont ceux qui parlent. Mais aussi, il y a un autre personnage avec un voix, on dit un voix non, une voix que ça s'écoute, mais ça n'intervient pas dans le dialogue, qui nous montre seulement comment se déroule la scène. C'est la voix du narrateur. Et donc, pour jouer cette scène en ligne, je vais demander 3 volontaires pour faire les voix des personnages. L'idéal, ça serait que ça soit une femme. Un voix masculin et une voix féminine, s'il vous plaît. Ok, si tu veux, moi, je peux devenir le narrateur. D'accord. D'accord. On a déjà le narrateur. Il me manque un Don Diego et Doña Francisca. Je peux devenir Doña Francisca si tu veux, si vous voulez. En fait, ce qu'on va faire, c'est que, alors, comment tu t'appelles? Désolée, C'est Carla Paola. Merci. Ah, Carla, oui, merci beaucoup, Carla. Est-ce que tu pourrais bien jouer le rôle de Don Diego? On va faire un rôle, mais on va faire à l'envers. C'est-à-dire, le personnage de la voix masculine, ça va être une voix féminine. On va faire l'envers. On va inverser les rôles. Ah, d'accord. Alors, je serai Don Diego? Don Diego, merci beaucoup, Carla. Ok, parfait, oui. Et alors, on avait besoin d'un volontaire. Voilà, c'est ça.
Ok, on va décider. Raphaël Montoya, est-ce que tu veux participer? Allez. Ok, Alonso Leal, il a écrit qu'il ne parle pas français. On a André, on a Luis Rodrigo Guzmán, Daniel, Saúl Islas, Luis Daniel Flores, Anthony, Christopher. Alors, qui va participer? Personne. Oh là là. d'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je peux devenir la narratrice. Ok. Et Edouard peut peut-être Doña Francisca. Oui, sans aucun problème. On commence. Don Diego est un riche sexagénaire qui compte sur l'approbation de Doña Irene, mère sans ressources de Francisca, une jeune fille de 17 ans qui est tombée amoureuse de Don Carlos, neveu de Don Diego. Cependant, personne ne le sait et le mariage entre Doña Francisca et Don Diego semble inévitable. Vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Non, messieurs, et vous? Ni moi non plus. Il a fait trop chaud. Est-ce que vous seriez incommodé? Quelque peu? Que prouvez-vous? Il s'assied près d'elle. Ce n'est rien, un peu de rien. Je n'ai rien. Et merci. Ça doit être quelque chose, car je vous vois très abattue, très inquiète et très chagrine. Qu'avez-vous, Paquita? Ne savez-vous pas que je vous aime bien, tendrement? Oui, messieurs. Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas plus de confiance en moi? Que pensez-vous que je n'aurai pas beaucoup de plaisir à trouver l'occasion de vous être utile? Je le sais. Eh bien, comment, sachant que vous avez un ami, ne lui ouvrez-vous pas votre cœur? Parce que cela même m'oblige à me taire. Cela voudrait-il dire par hasard que je suis la cause de votre chagrin? Non, monsieur, vous ne m'avez offensé en rien. Ce n'est pas de vous que j'ai sujet de me plaindre. De qui donc, ma fille? Approche-vous, parlons. S'il s'est pu une fois, sans détour ni dissimulation, dites-moi, n'est-il pas certain que vous regardez avec quelque répugnance le mariage que l'on vous propose? Parions que si l'on veut laisser une entière liberté dans votre choix, vous ne vous marier avec, pas avec moi, pardon. Ni avec un autre. Est-il possible que vous ne connaissiez pas quelque chose d'autre qui soit plus aimable que moi, que vous aimeriez bien et qui vous paye de dur comme vous le méritez? Non, monsieur, non, monsieur. Réfléchissez bien. Ne vous dis-je pas que non? Dois-je croire par ça que vous conservez pour la retraite ou vous avez été élevé en une inclination telle que vous préférez l'austérité de couvent à une vie plus? Pas davantage. Non, monsieur, je n'ai jamais pensé ainsi.
Je n'insiste pas pour en savoir davantage, mais du tout ce que je viens d'attendre y résulte une très grave contradiction. Vous n'avez pas, à ce qu'il paraît, d'inclination pour les terres religieux. Vous m'assurez que vous n'avez aucun sujet de plainte contre moi et que vous êtes persuadé de l'estime que j'ai pour vous, que vous ne pensez pas à vous marier avec un autre et que je ne dois pas craindre que personne ne me dispute votre main. D'où vient donc ce salaire? D'où naît cette tristesse profonde qui, en si peu de temps, a altéré vos traits de manière à les rendre à plein réconciliables? Tout cela annonce-t-il que vous m'aimez uniquement, que vous vous mariez volontaire avec moi dans quelques jours? Est-ce qu'ainsi que les manifestants la res et la mort? Le théâtre s'éclaire peu à peu par la naissance du jour. Quel motif vous ai-je donné de concevoir des pareilles défiances? Comment donc? Et si je passe par-dessus toutes ces considérations, si je presse les préparatifs de notre réunion, si votre mère continue de la pourvoir et que le moment arrive, Je ferai ce que ma mère m'ordonne et je me marierai avec vous. et ensuite, Paquita? Ensuite, tant que je vivrai, je serai femme de bien. Je m'épuise de terre, mais si vous me considérez comme celui qui doit être jusqu'à la mort votre compagnon et votre mari, dites-moi, ce titre ne me donne-t-il pas quelques droits pour mériter de vous plus de confiance? Ne dois-je pas obtenir ce que me disait la cause de votre douleur? Et ce n'est pas pour satisfaire une impertinente curiosité, mais bien pour m'employer de tout mon pouvoir à vous consoler, à améliorer votre sort, à vous rendre heureuse, si mes efforts et mes soins pouvaient y réussir. Tout bonheur est fini pour moi. Pourquoi? Jamais je ne dirai pourquoi. Mais quel obstiné, quelle imprudence et saine. Quand vous-même, enfant, vous devez présumer que j'ignore pas ce qu'il se passe. C'est pas tout. Si vous l'ignorez, don Diego, au nom du ciel, je feigne point de le savoir. Et si en effet vous le savez, ne me le demandez pas. C'est bon. Une fois que vous n'avez rien à me dire, c'est que cette affliction et ces alarmes sont volontaires. Aujourd'hui, nous arriverons à Madrid. Et dans 8 jours, vous serez ma femme. Et je lui comblerai les vœux de ma mère. Et vous serez malheureusement pour la vie. Je le sais bien. Voilà les fruits de l'éducation. Voilà ce que l'on ose appeler bien élever un jeune fille et en lui enseigner à démériter et à cacher les passions les plus innocentes sous un perfil de dissimulation. Elles sont réputées honnêtes d'instinct qu'on les voit instruites dans l'art de se taire et de mentir. On s'obstine à vouloir que le tempérament, l'âge et le caractère n'aient aucune influence sur les inclinations ou que leur volonté se plie aux caprices et ce qui les gouverne. Pour vous qu'elles ne disent pas que c'est sang, pour vous qu'elles feignent de détester ce qu'elles désirent le plus, pour vous qu'elles se prétendent à prononcer quand on leur ordonne en 8 par jour, sacrilège, origine de tant de scandales, il est convenu qu'elles soient bien élevées et on appelle une excellente éducation ce qui leur impose la crainte, l'astuce et le silence d'une esclave. Il est vrai tout cela, il est certain, voilà ce qu'on exige de nous, voilà ce que nous apprenons par les leçons que l'on nous donne, mais le motif de mon affliction est beaucoup plus grave. Merci beaucoup.
Donc là, du coup, je vous demande de quoi s'agit-il le texte? De quoi s'agit-il l'acte 3? De quoi s'agit-il cette scène en fait? Moi, je crois que nous pouvons voir des stéréotypes ici. Et par exemple, si tu es une femme, alors tu dois faire quelque chose. Mais si tu es un garçon, un homme, tu dois faire des autres choses, non? Alors, quand nous sommes petites, et quand vous êtes enfant, vous devez suivre un chemin parce que tu es une femme et tu es un garçon. Alors, je pense que c'est ça que nous pouvons regarder ou visionner ici dans cette petite scène. Merci. Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en pense le contraire? Est-ce que vous savez Comme, quelque autre chose à dire? oui, je pense que comme l'introduction mentionne Don Diego, bon, déjà, on parle, je ne sais pas si c'est en Espagne où se déroule cette histoire ou en Amérique latine, mais là, il y a déjà riche, sexagénaire, non? Approbation, Doña Irene, mère sans ressources de Francisca, imaginez la pauvre, voilà, jeune fille de 17 ans, donc elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de, bon, ben oui, elle n'a pas de pouvoir, donc elle ne peut pas décider par elle-même. Euh, mais en plus, cette fille est tombée amoureuse de Don Carlos, donc Don Carlos, il n'est pas là. Donc, mais c'est le neveu de Don Diego, alors encore pire pour la pauvre, non? Pour la pauvre, pardon. Euh, et oh là là, juste là. Et les mariages entre Doña Francisca et Don Diego semblent inévitables. Ça, c'est la catastrophe. De la cata, mais est-ce que vous croyez que ça peut arriver de nos jours? Est-ce que ça a été joué de nos temps? Vous croyez que c'est un autre de ce siècle-ci, plein siècle 21, 2021, non? On est dans les années 2020, 2021. Ou est-ce que c'est une œuvre ancienne qui appartient à des siècles, je ne sais pas, 16e siècle, 15e siècle, est-ce que c'est de nos jours? Là, je vous laisse réfléchir. C'est pour Ben, ça que je n'ai pas donné de pistes comme ça, c'est votre opinion qui compte. mais je pense que c'est l'actualité, même si c'était à une autre époque, parce que juste à la fin, je n'ai pas regardé si on avait la date. Non. Mais bon, ça se passe, on va dire, ces passages ou cette zen, c'est de l'actualité. Même si on dit qu'en Amérique latine, quand on parle du vrai macho, de la femme est pour obéir, non? Actuellement, nous avons dans nos villages, si on peut dire, ou dans notre communauté éloignée du grand capital, ce type des événements, non? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Carla Paola Garcia, elle dit, c'est une imposition. Je pense que dans certaines régions, il y a encore ces situations. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une opinion différente. Bon. Personne ne veut pas lever la main. Du coup, je vous dis, en fait, c'est une œuvre de 1806.
c'est une œuvre de 1806 de Moratín. En fait, parce qu'en Espagne, il y avait... En fait, en Espagne, il y a plein d'œuvres qui tournent sur le rôle des femmes et de l'homme aussi, non? Donc, ça veut dire en fait qu'en Espagne, là, je parle de l'Espagne parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les Espagnols qui sont venus en Amérique latine, grande partie de l'Amérique latine, pour des procès de colonisation. Et donc, c'est de là que malheureusement, on prend les pires des stéréotypes, parce que c'est la vérité. Hein. Et bon, en fait, tous ces œuvres, il y a plein d'autres qui traitent le sujet de la stigmatisation des atteintes à la morale de l'époque. Non? Dans les siècles passés, les figures du pouvoir sont constamment et presque compulsivement définies, critiquées ou idéalisées. Le théâtre espagnol dans son ensemble propose une réflexion sur les pouvoirs, la conservation et ses limites. La problématique de l'autorité attribuée à une femme reflète la mentalité de l'époque qui s'interroge sur les personnes aptes à détenir un pouvoir. En effet, les femmes apparaissent dans la littérature comme le reflet d'une société espagnole misogyne et patriarcale et sont par conséquent presque systématiquement reléguées au rang de génitrices dans toutes les strates sociales. Dans le théâtre, cependant, les personnages féminins se révèlent d'une complexité certaine, tour à tour, et comme il vient de le dire Don Diego, hein, tour à tour esclaves, saintes, prostituées, amantes, tentatrices, sorcières, nobles, guerrières, la femme tente de s'imposer sur scène dans un combat permanent contre les hommes, le pouvoir et le monde, afin d'exister et d'être reconnue en tant qu'individu. En tant qu'individu. Hein. Les dramaturges de la fin du XVIe et du XVIIe siècle n'ont pas toujours réduit la femme à des archétypes propres d'un imaginaire collectif, opposant la femme idéale, soumise et vertueuse à la femme de mauvaise réputation, tentatrice et hystérique, répondant ainsi à une représentation schématique de l'opposition entre la Vierge Marie et la grande tentatrice de l'humanité, Eva. Eva, non, pour nous les hispanophones. Ingénieux et originaux, les auteurs ont complexifié l'élaboration des personnages féminins en jouant avec leur genre sexuel et leur rapport au pouvoir. Le théâtre espagnol propose des limites déterminées par l'identité sexuelle des personnages. Mais dans les 8 des jeunes filles, on pourrait dire que Paquita se soulève contre une autorité traditionnellement masculine. Là, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez pensé quand on a entendu la voix masculine, non, une voix masculine jouer le rôle de Doña Francisca et une voix féminine jouer le rôle de Don Diego. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose comme quoi, par exemple, vous avez senti comme s'il y avait un pouvoir, en fait, dans la voix de quelqu'un de personnage ou non, où il parle de ses goûts, ou c'est l'égalité, là, dans cette relation, ça se voit l'égalité, non? Parce que là, Edouard, il vient de dire, justement, la première chose qu'il a dit, c'est il est riche, il est sexagénaire. Et il finit par dire, et là, c'est la catastrophe parce qu'en plus, elle a 17 ans. C'est comme la chanson de Sánchez Blue, ¿no? 17 años, ¿no? Amo su inocencia, 17 años. Jameson Innocence, 17 ans. Bella
C'est ya mi adulto, ¿no? Es que son des égaux alors. Parce que c'est comme me marier avec, je sais pas, avec mon papi, ¿no? Papi, ça veut dire abuelo, je ne sais pas, grand-père. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour Dalia. moi, c'était vraiment étrange. Ah oui, Carla. Merci. Est-ce que je ne trouve pas, comment est-ce que je peux lever la main? Je ne le trouve pas parce que je peux voir seulement les dialogues et pour cette raison, je ne lève pas la main. Mais ce que je dis, pour moi, c'était étrange. Je crois que lire les dialogues d'un homme, non, les phrases ou par exemple les questions qui se posent dans cette petite scène. Je crois que c'est ça. Carla, donc je te demande de ne pas éteindre ton micro. On va parler. Ben, après, si les autres ne veulent pas participer, après, je vais demander à Dalia aussi. Mais bon, alors, en fait, là, tu viens de dire que toi, tu t'es senti un peu bizarre, non? De Don Diego. Est-ce que c'est parce que tu as dit quelque chose, tu as mentionné sur le pouvoir, n'est-ce pas? Comme s'il avait un pouvoir. Cela veut dire alors que dans le texte, on est en train d'étudier des relations de pouvoir, à femmes-hommes, non? Des relations de pouvoir. D'où est-ce que ça vient cette relation de pouvoir? On avait déjà mentionné qu'il est riche. On avait déjà mentionné qu'il est plus âgé. Mais quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est Est-ce pourquoi on que, sent que le voix de Don Diego a plus de puissance. ben, si on parle du rapport social, cette hiérarchie entre une personne riche et l'autre personne. Je n'aime pas du tout dire personne riche et personne pauvre, mais je pense que cette hiérarchie est dans un contexte complètement social ou socio-culturel, il y a un rapport important. Et aussi, c'était un peu bizarre pour moi parce que le lexique non monsieur, voilà, même si Don Diego, c'est le personnage masculin, mais il y a une femme qui est en train de jouer les rôles, pour moi, c'est choquant. Ben, pas choquant dans les sens de non, c'est une femme, sinon ça correspond pas le dialogue avec le personnage, mais en même temps avec l'actrice, on va dire, non? Parce qu'on est dans un théâtre. Oui, la russe. Oui, en fait, c'est vrai, parce que pour dire qu'il y a la hiérarchie économique, non, ça veut dire des estratos sociaux, pour commencer, et la différence d'âge. Et elle lui dit tout le temps, monsieur, monsieur. C'est que ça veut dire que Paquita a du respect pour monsieur. Parce que le trait de monsieur, mais pourquoi Don Diego lui parle comme... Est-ce que jamais elle a dit madame ou doña? Je vous explique que don et doña, ça passe pareil. Hein, ça passe, don et doña, ça vient de l'espagnol et ça ne change pas au moment de traduire au français. Ça reste don et doña, ça reste. Alors, est-ce qu'on peut parler de relation de pouvoir, oui ou non? De relations de respect, oui ou non? Ben, je pense que Don Diego, comme il est le plus âgé, il croit avoir tous les respects nécessaires et la relation avec Paquita, bon, de toute façon, elle va devenir sa femme, donc son épouse.
il a déjà les pouvoirs. Voilà, donc. En fait, c'est vraiment. Du coup, je vais vous expliquer que c'est une œuvre qui s'est passée dans un contexte qui appartenait au siècle 19e, ça veut dire 1800, en Espagne. Dans ces contextes, les femmes jouaient un genre dans lequel ils étaient, on va dire, en charge de. C'était toujours en charge de. Ils n'avaient pas de volonté. Dans le texte, Don Diego, il dit que la fille va se marier avec lui et il se dit, mais si tu vas être malheureuse, pourquoi est-ce que tu vas être malheureuse? Est-ce que toi, tu préfères d'aller au couvent? Couvent, ça veut dire convent-toi. Est-ce que toi, tu préfères d'aller au couvent? Et l'autre, elle dit, je préfère de me marier avec personne. Donc, en fait, Don Diego, là, il est en train de dire que si elle ne devient pas sa femme, donc elle va aller au couvent. Parce qu'au 19e siècle, il n'y avait pour les hispanistes que deux destins pour les femmes. Soit tu te maries avec quelqu'un, soit tu vas dans les couvents. Il n'y a aucun autre destin pour les femmes dans le 19e siècle. Donc, on peut déjà établir des relations de pouvoir entre les personnages. Pourquoi? Parce que c'est Don Diego qui commence tout cet interrogatoire dans lequel on peut se dire que Paquita n'est pas à l'aise, ¿no? No está a gusto, elle n'est pas à l'aise avec la situation, avec tout cet interrogatoire de Don Diego, mais on peut aussi se dire qu'il y a une relation de pouvoir établie du moment où Don Diego ne lui dit jamais Doña Francisca, sino Paquita. Pour lui, elle est toujours Paquita. Cela veut dire que qui lui donne déjà, il lui parle dans la forme diminutive, non? Ça veut dire Paquita, toujours que est moins que moi, non? Est-ce que l'on pourrait donner 3 adjectifs pour chaque personnage? 3 adjectifs. 3 adjectifs pour Don Diego et 3 adjectifs pour Doña Francisca. Sinon, à la fin du texte, c'est vrai que Don Diego a traité à Paquita des menteuse, Elle a dit, vous êtes instruite dans l'art de se taire et de mentir. Elles sont réputées d'honnêtes dès l'instant que l'on les voit instruites dans l'art de se taire et de mentir. Est-ce que vous pourriez donner ou bien chercher des adjectifs pour les deux personnages? Et moi, je crois que par exemple, Paquita, c'est une fille bien élevée. On va dire bien élevée. Bien élevé. Bien élevé. Bien élevé, d'accord. Pour Paquita, ¿no? Paquita, elle est bien élevée. Oui. Et alors Don Diego? Et je pense que Don Diego, il est aussi bien élevé d'après le mœurs de cette époque-là. Et que Paquita, elle est respectueuse parce qu'elle est tombée amoureuse de son neveu. Et donc, quand même, il y a ce respect de Don Diego, non? Voilà, parce que tout va rester en famille, on va dire. Alors, bien élevé, respectueux. C'est qui le respectueux, pardon?
C'est Don Diego? C'est Paquita et Don Diego, bien sûr. Ah, tous les deux bien élevés, bien respectueux avant. Et quoi d'autre? Moi, j'avais noté aussi des... Moi, j'avais noté aussi... Quelqu'un d'autre qui veut participer? Même si Don Diego donne une invitation à Paquita d'essayer offrir, parce que Don Diego dit approchez-vous, parlons, sans détour ni dissimulation, c'est-à-dire ouvre-toi, non, et dis-moi ce que tu es en train de penser. Voilà. Voilà, donc oui, en fait, il lui donne la liberté, non? Entre Moi, guillemets, bien sûr. j'avais mis pour Paquita, j'avais mis qu'elle était astucieuse. Ok. Astucieuse. Parce que c'est vrai qu'elle était très respectueuse. Elle était très respectueuse, mais elle a quand même exprimé ce qu'elle avait à dire. Et toujours avec le respect, justement, en lui disant messieurs, messieurs. Comme ça, on peut dire ce qu'on pense, mais toujours jouer la police, non? Toujours avec l'éducation, toujours en train d'être bien élevé. Et pour lui, pour lui, il m'a semblé très, très sûr de soi-même. Donc, sûr de soi-même, non? Parce il avait comme tout ce que Paquita avait à faire. Si tu ne vas pas te marier avec moi, c'est pourquoi? C'est parce que moi, je suis mal polie, c'est parce que je ne te respecte pas. Bon, bref, et, et ben, et pour elle, moi, j'avais aussi, comme quatrième adjectif, il avait mis résigné, résigné, pues, resignada, ¿no? Quand elle dit, ben, je vais me marier avec vous, monsieur, et comme ça, je vais faire la volonté de ma mère. Voilà. Donc, finalement, on peut dire, non, comme conclusion, en train d'étudier ce texte, qu'il y a eu des relations de pouvoir entre les deux personnages, que même si c'est une œuvre qui date du 19e siècle pour l'Espagne, malheureusement, et d'après les spectateurs, non, et d'après beaucoup de femmes en Amérique latine, c'est une chose qui arrive encore de nos jours, ce qui est encore choquant, non, de nos jours. Des relations de pouvoir sont établies entre les personnages qui imposent des rôles de genre et qui obligent les femmes à être dans des limites dans la vie. Et ça nous importe à se poser déjà des questions et à faire des réflexions sur l'importance des droits des femmes, sur l'importance de choisir son destin, sur l'importance de l'éducation, sur l'importance du vote, sur l'importance de décider sur soi en tant que femme, non? Être maître de son destin. Parce que c'est vrai qu'il y avait, non, dans le côté espagnol des situations comme celle-là, non? Mais qui arrivent encore de nos jours en Amérique latine. Et c'est pour ça que c'est important que les personnes puissent parler, c'est-à-dire s'exprimer par exemple, dans des colloques comme celui-là, qu'on arrive à faire des réflexions et aussi, bien sûr, de se manifester.
parce que si personne ne parle pas des problèmes, le problème, ça reste. Donc, finalement, je voudrais arriver à la fin, on peut descendre dans le dossier encore, il y a une petite réflexion autour du théâtre. Vu qu'on a déjà parlé sur les rôles, ¿no? des femmes, parce que c'est vrai que Don Diego, il avait toute la liberté, hein. Diego, il voulait se marier et il pouvait choisir, hein. Après, il pouvait s'arranger avec la mère de Paquita qui approuvait le mariage, et c'est bon pour lui, hein. Lui, il pouvait faire. Hein. Après, moi, je pourrais encore vous questionner, mais je ne pense pas que j'ai le temps. Je vais par contre vous dire comment est-ce que ça finit l'histoire. L'histoire finit parce que, heureusement, Don Diego, il comprend qu'en fait, Doña Paquita et Don Carlos, ils étaient amoureux. Et donc, de bon cœur, de bonne foi, il laisse le mariage, il quitte cette relation et laisse les plus jeunes se marier. Donc, ça fait que déjà pour le théâtre de l'époque, c'était très, c'était un fin qui normalement ça se passait pas comme ça. Normalement, le mariage arrangé, ça s'appelle le mariage arrangé, ça s'est passé beaucoup, c'était très courant, non? Ça s'est passé trop à l'époque. Et bon, du coup, ce que je peux dire dans ce que j'ai vécu de ce côté, c'est que ça s'arrive encore, il y a encore des mariages arrangés, mais surtout avec dans les cultures musulmanes. Dans les cultures musulmanes, il y a encore le mariage arrangé, très choquant, mais ça se passe encore. Et il y a même des preuves de virginité. Donc, des fois, la femme va se fait tester en maison et la maison donne une ordonnance en disant oui, la femme est vierge, c'est bon, vous pouvez vous marier. Donc, ici, il y a eu une manifestation, même avec la situation sanitaire, les femmes sont sorties dans les rues et se sont plaintes parce que, voilà, c'est vrai que même en Europe, c'est vrai que même dans le plein siècle XXI, il y a trop d'harcèlement. Harcèlement, ça veut dire quand on te suit dans la rue, quand on t'écrit des personnes pas trop bien. Et c'est vrai qu'il y a aussi une situation par rapport au salaire, surtout dans le secteur financier, où il y a beaucoup d'inégalités salariales. Donc, c'est pour ça que qu'on sort pour se manifester. Et là, j'ai trouvé cette petite affiche qui m'a dit que c'est pour ça que c'est important de lever sa voix. La rue, l'espace, la place pour nous. Et par rapport au théâtre, c'était un petit peu non. Le théâtre, il y a ceux qui applaudissent à tout propos, ceux qui jamais ne réagissent, même au meilleur mot, ceux qui s'endorment sans y mettre de forme, ceux qui viennent seulement pour passer un moment, sans se souvenir de ce qu'ils ont vu, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui trouvent cela bien, ceux qui affichent un air entendu, ceux qui ne comprennent rien à l'histoire, ceux qui baillent, ça c'est ça bailler. Ceux qui baillent à s'en décrocher la mâchoire, les purs, l'idiot, les rapins, ceux qui trouvent que ça ne vaut un pelle de lapin, les vieux qui disent aux copains, ces auteurs, ça vaut pas les nôtres, et puis il y a les autres. Et bon, ça, je l'ai sorti de ma recherche dans les archives alpines sur le théâtre, la scène, et du coup sur les manifestations hispaniques. Merci beaucoup de cette opportunité. Et bon, c'est un peu de ce qu'on réfléchit dans des classes matérielles. Merci.
Merci beaucoup, Myriam, de ta participation dans ces festivals. Au nom de l'Université autonome de l'État d'Hidalgo et du Centre des langues de cette institution, nous remercions énormément ta participation et ta collaboration et le partage de ces belles expériences. Merci beaucoup. Merci à tous ces participants, participantes qui ont eu la gentillesse d'être là, d'être à l'écoute. Merci. Et on vous invite à continuer nos activités dans la journée du jeudi et vendredi et à continuer à partager vos opinions. Nous restons très attentifs. Merci beaucoup et Myriam, bonne nuit, parce qu'il y a un décalage d'horaire assez important entre la France et le Mexique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à très bientôt, on espère. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir.